Allez, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans un nouvel épisode de Liberté pour les auditeurs. On est, des petits problèmes de connexion, donc l'émission va être minime et costaud. On va pas prendre de retard. Xavier, qui devrait nous rejoindre incessamment sous peu, va se manifester. Mais bien sûr, avant de passer la parole à Xavier pour le présenter, il y a bien sûr Bastien avec moi, mon ami de lagrinta.fr. Bastien, bonsoir Bastien. Bonsoir à tous. Merci d'être là. Et bien sûr, première partie de cette émission, on va s'intéresser aux ultra auxerres. Ça faisait longtemps qu'on essayait de les joindre. C'est un peu les cousins, on va dire, du PSG. Donc, on est content de recevoir ce groupe. Et nous avons avec nous un de ses porte-parole. Il va un petit peu comment il va se nommer lui-même. Bonsoir Chou. Salut Stan, salut à toutes et à tous. Ouais, les cousins, on va dire les cousins campagnards, quoi. Voilà, les cousins campagnards, mais on aime bien y aller aussi, boire un peu de Chambly, enfin j'en passe et des meilleurs. Donc merci d'avoir accepté l'invitation. C'est avec plaisir. Donc Choup, bien sûr, la petite question, toi, depuis quand es-tu supporter de la GIA? Alors, supporter, je ne saurais même pas quantifier parce que je pense que c'est depuis que je suis tout petit, malgré que je suis un parisien de naissance, puisque je suis né à 2 pas du Parc des Princes, je suis né à l'hôpital Belvédère à Boulogne-Billancourt, donc tu vois, la tribune Boulogne, elle était vraiment juste derrière l'hôpital. Mais dès que j'ai vu les premiers matchs de foot à la télé, je sais pas, j'ai tout de suite été amoureux de la GIA et dès que j'ai eu le permis de conduire et la chance de pouvoir m'offrir une voiture d'occasion, je suis descendu au stade à la Baie des Champs et puis très vite, voilà, à force d'y aller, on fait connaissance avec les gens et puis on s'encarte dans un groupe. En l'occurrence, pour moi, c'était les Ultras et ça va faire 10 ans là maintenant cette année que je suis présent, donc voilà, ça continue, même si je commence à atteindre les 30 ans, la passion elle reste là, quoi. Ouais, c'est clair, il n'y a pas d'âge, moi-même qui est plus, qui approche plus de la quarantaine que de la trentaine, voilà, même si on ne retourne pas au parc, on est dans un autre combat, au fond de soi-même, on garde toujours cette passion et je pense que ça partira jamais, même si des fois avec l'âge ça s'atténue un petit peu, on la perd jamais. Toi, comment t'es arrivé un petit peu à grimper les échelons dans votre groupe? En fait, c'est plus facile, je pense, dans les groupes des plus petites villes comme Auxerre. C'était pas un but en soi, mais si tu veux, à force de participer aux ateliers, d'être présent toujours à domicile, très fréquemment en déplacement, les gens nous connaissent de plus en plus, ils voient que t'es motivé, ils te jugent un petit peu forcément au début, et puis mais au fur et à mesure de te voir, voilà, après tu prends un peu de galon, on te file une ou deux responsabilités, puis 3, 4, puis jusqu'à ce que je prenne le méga, quoi, pour aller en nacelle et essayer d'attirer et le groupe et le reste du public, encourager l'équipe. Voilà, après, au fur et à mesure, on continue de grimper tant qu'on vient toujours autant. Je suis passé président il y a 4 ans, président de l'association et voilà, puis c'est quelque chose à la fois qui me plaisait parce que je pense que dans les groupes en province, alors en tout cas c'est le cas à Auxerre, c'est difficile de garder les gens jusqu'à un certain âge. En général, après, ils font leur vie, voilà, les enfants, la femme qui arrive, donc on les voit un petit peu moins. Et comme moi, c'est pas forcément mon cas, ça me permet un petit peu encadrer les jeunes qui arrivent, ça se renouvelle très très régulièrement dans notre association. Donc
essayer de garder l'esprit et d'encadrer les petits nouveaux qui arrivent, quoi. Et tu es écarté depuis quelle année, toi, Chouf, aux Ultra Haute-Mer? Moi, ça fait depuis 2005. D'accord. 2005. Oui, juste pour ajouter avant qu'on continue l'interview que normalement notre ami Xavier est avec nous. Bonsoir Xavier. Bonsoir à tout le monde, oui, je suis là. Ouais. Si tu veux, j'ai une petite question, moi, justement, parce que bon, là j'arrive en cours, mais j'ai une petite question par rapport à la JOCR, comme tu disais, qu'au niveau du public, c'était pas toujours évident. Est-ce que tu avais une différence avec la descente là en Ligue 2? Est-ce qu'il y a des nouveaux qui sont arrivés ou c'est plus une perte de supporters que vous avez eu à la Baie des Champs? Bah, en fait, c'est un peu compliqué parce qu'en plus, nous, on est descendus, donc ça remonte à la saison dernière, en fait. Et notre dernier match en Ligue 1, c'était contre Montpellier. Je pense que pas mal d'auditeurs ont vu les images. Je pense qu'on avait fait un bon truc ce jour-là parce qu'on avait vraiment montré notre mécontentement et c'était un petit peu notre manière la descente en Ligue 2, quoi. Mais sauf que c'est le fameux match avec les balles de tennis. Ouais, les balles de tennis, les tomates, le PQ, exact. Enfin, je crois qu'il y avait un peu de tout quand on avait même retrouvé des melons sur la pelouse, donc c'était un peu l'anarchie, quoi, mais c'était bien fait. Enfin, on avait pas mal cadré, et puis ça s'était pas trop mal passé, mais on a eu les retombées derrière avec le club qui a porté plainte contre nous. Donc on s'est retrouvé au tribunal en décembre. On a été acquittés, donc nous de notre côté il n'y a pas eu trop de soucis, mais on avait décidé de se mettre un petit peu en stand-by pendant un an, justement pour aussi protester contre la direction qui n'avait toujours pas bouché malgré la descente en Ligue 2. Donc forcément on faisait des adhésions parce qu'on essayait toujours de faire les déplacements. Mais on n'avait plus vraiment d'activité en tribune, on était vraiment en demi-teinte pendant un an, et ça nous a apporté forcément beaucoup moins d'adhésion, parce qu'on était qu'à 76 la saison précédente. Là, avec le retour des activités, des animations, alors même si ça reste léger, parce que le vendredi soir, il n'y a pas grand monde, au stade, quoi, mais on est à 126 adhésions, et donc c'est correct. Mais on va dire qu'il n'y a pas spécialement beaucoup de nouveaux, quoi. Je pense que sur les 2 dernières années, si on est à 10 nouveaux, c'est énorme, quoi. Par rapport au match le vendredi soir, vous faites partie du collectif SOS Ligue 2, les Ultra Haute-Mer? Ouais, on fait partie du collectif. Alors le problème, c'est que la descente et surtout le procès, on a dû engager un avocat. Et ça nous a un petit peu plombé les comptes. Et du coup, c'est vrai qu'on en fait partie, on n'est pas hyper actif. En tout cas, nous, on voudrait l'être plus, mais on a pas de matos et on peut pas forcément en acheter en ce moment. Donc c'est super difficile de participer à toutes les manifs qu'ils proposent, style banderole commune. Ou de choses comme ça, donc on va essayer de remédier dans le courant de la saison, mais c'est un petit peu compliqué pour l'instant. On voudrait vraiment être plus actifs. En plus on a pas mal de membres qui sont vraiment intéressés par le collectif, par essayer de faire bouger les choses pour avoir les matchs à un autre moment, parce que à Auxerre, les gens ils viennent pas d'Auxerre, en fait, les supporters d'Auxerre. Les gens ils viennent de Troyes, ils viennent d'Orléans, ils viennent de Paris, ils viennent de Dijon, et c'est pas forcément facile pour eux de venir. Donc il y a vraiment une volonté que tout ça bouge, mais pour l'instant on est un petit peu en difficulté. Donc on va essayer de remédier dès qu'on aura les comptes en banque dans le vert, et on pourra faire quelque chose d'un peu plus potable et de plus engagé, quoi. Combien vous êtes de cartés? Là, on est 126 cette année.
Ah, c'est quand même c'est pas mal, ça fait déjà un bon petit noyau 126 hein. Juste pour rappeler à nos auditeurs, bon le direct vous avez pu vous en apercevoir, ça a un peu merdé, il y aura bien sûr le podcast hein. Donc pas de panique hein, vous pourrez retrouver Choup dans les prochains jours. Quel est ton meilleur souvenir ou ton meilleur déplacement avec les Ultra Auxerre? Curieusement, c'est un déplacement où on n'était pas beaucoup. C'est un déplacement où on était 4. On avait été à Zagreb en tour préliminaire de Coupe d'Europe et juste voir voilà une tribune comme celle de Zagreb avec c'est pas forcément ce qui s'est mis en Europe, mais c'est un bon niveau et c'était vraiment impressionnant quoi. On s'était bien marré, on avait peinté avec les potes, on avait été faire un petit tour à la plage après le match, on avait gagné en plus sur le terrain, donc c'était un bon souvenir parce qu'on était que 4 mais on avait une 50aine de CRS juste pour nous, on nous demandait mais putain qu'est-ce qu'ils foutent là quoi les mecs, on va rien faire quoi, donc moi curieusement c'est un des plus beaux souvenirs parce que voilà, c'était vraiment se balader dans toute l'Europe. On avait fait 24 heures de bagnole, juste pour un pauvre match, mais on s'était bien marré, quoi. Et le déplacement le plus périlleux? Le déplacement le plus périlleux, le plus étrange, je veux dire, c'était celui à Évian-Tonon-Gaillard, l'année de la descente, parce que je m'attendais vraiment pas à ce que les Grenoblois viennent nous chercher, quoi. J'y pensais pas du tout, quoi. Et alors certains dans le bus l'évoquaient, mais moi j'y pensais pas du tout. Et voici ce qui s'est passé, quoi. On s'est accueilli sur le bus. On a essayé de répliquer comme on pouvait avec en plus les flics qui s'étaraient très vite, mais je veux dire celui-là. Et il me semble que vous avez aussi une grosse animosité avec les Sochaliens, non? Ouais, avec les Sochaliens, ouais, ça date d'il y a très longtemps. Je crois même que certains anciens n'avaient même pas à m'expliquer, mais apparemment ça date de l'époque de la bande à Ultra, donc ça remonte un petit peu, hein, enfin. Disons que je suis pas arrivé au moment du début quoi de la rivalité, mais ouais, elle est encore bien présente et voilà, on verra ce qui se passera pour les futurs matchs, puisque je pense que Sochaux descendra en Ligue 2 à mon avis sur le terrain, donc on aura l'occasion de la retrouver l'année prochaine, quoi. Ouais, ils sont bien partis pour ça en tout cas. Ils sont bien partis pour ça. Et avec les Rennais aussi, il y a une grosse animosité, non? Ouais, il y a un petit peu moins, parce que bien sûr les Rennais on les voit moins, et puis c'était surtout l'époque avec les Brightstormers. Alors, ceux qui restent au stade, disons qu'après je connais pas assez les nouveaux groupes là, les UK, je crois qu'ils sont nés en 2007, je crois, je sais plus. Mais ça fait un petit peu estompé, quoi. C'est pas aussi fort qu'avant, qu'à l'époque des Brightstormers où on se retrouvait forcément, quoi qu'il arrive, avant le match, quoi. Vous avez... C'est revenu un petit peu avec les Lensois dernièrement. Ouais, moi je voulais revenir plus parce que là on est revenu sur autre chose, mais plus par rapport à les relations, comme tu disais là, pour le dernier match là, en Ligue 1 face à Montpellier. T'as senti que ça s'est durci vous aussi en Ligue 2 avec au niveau de la sécurité, de la restriction, et quels sont les rapports que vous avez avec le club? Ils sont bons ou moyens, quoi? Alors avec le club, maintenant les présidents ont changé, ça y est, donc on a retrouvé un dialogue avec le club, puisqu'il n'y en avait plus depuis le match de Montpellier, quoi. Maintenant que ça a changé de présidence, on discute, on n'est pas toujours d'accord, mais au moins on discute un petit peu. Après, ce qui concerne la sécurité, non, je peux pas dire qu'on ressent vraiment en Ligue 2, parce que nous, surtout nous à Auxerre, il y a quasiment plus de flics autour du stade. Parce que forcément, comme les matchs attirent moins de monde, on ne déplace plus toutes les unités de force de l'ordre, on ne les déplace plus forcément tout autour du stade, et
Donc je peux pas dire que ça soit renforcé, quoi. Donc après, je sais que sur d'autres équipes, c'est pas forcément le cas. Elle est restée la même qu'en Ligue 1, mais nous aussi, non, on sent pas du tout. On sent pas du tout ce renforcement. Alors on sent sur d'autres choses, mais ça vient plus de la Ligue. Par exemple, tout ce qui est banderole interdite qui se multiplient, on le voit de plus en plus, et même les dirigeants de la GIA nous transfèrent des mails qu'ils reçoivent de la Ligue, comme quoi le club prendra une amende si il y a la banderole SOS Ligue 2 qui sera disposée si on va autour du terrain, quoi. Donc ça, je trouve ça juste, scandaleux, quoi. Et le club, vous avez des meilleures relations par rapport par exemple, à SOS Ligue 2? Est-ce que le club vous demande de mettre le haut là, ou pour l'instant, on vous dit rien? Ouais, ils nous le demandent. Après, nous, on leur dit clairement, voilà, là, il y avait 4 banderoles interdites pour le moment par la Ligue. Donc, comme on sait que le club est pas forcément très bien financièrement, les 4 banderoles, ok, mais par contre, nous, on continuera à en mettre d'autres ou tourner autrement s'il le faut, quoi. Ça, c'est clair et net. On veut bien faire une petite trêve de 2 ou 3 matchs, mais il est hors de question que ça reste comme ça. Il est hors de question qu'on nous enlève notre liberté d'expression. C'est juste pas possible, quoi. Effectivement, s'il y avait des messages insultants ou à caractère raciste, on comprendrait tout à fait, mais c'est pas du tout le cas, quoi. Quand on voit la teneur des banderoles qui sont interdites, c'est n'importe quoi. Enfin, il n'y a rien d'insultant, il n'y a rien de choquant. On s'exprime juste, quoi, à travers ces banderoles, et c'est ce qu'on a dit au club. On a dit écoutez, à vous de discuter très vite avec la Ligue maintenant, quoi. Juste pour vous couper, les amis, parce que on a un autre invité qui doit être avec nous, mais je ne vois pas qui c'est. Bonsoir. Allô, Michael. Allô. Ouais. Rappelle-moi. Je t'entends mal, excuse-moi, amigo. T'es à Benfica, c'est toi qui es à Benfica, c'est ça, Mika? Ouais, tout à fait. D'accord. Rappelle à 9h pile. Ouais, moi je t'entends très bien. Tu m'entends, c'est bon? Bah vas-y, je te rappelle à 9h, pas de soucis, gros. Voilà, ok. 9h, on a pris du retard un petit peu, Mika, donc à 9h, c'est... Pas de soucis, à 9h, je te rappelle, t'inquiète. Ok, ça marche, à tout à l'heure. Pas de problème, à tout à l'heure alors, gros. À tout à l'heure, Mika. Voilà, Mika, c'est une personne qui était hier sur Benfica, pour ce Benfica PSG, un Parisien on tour, comme on dit. Sauf que lui est resté un petit peu plus longtemps. Il va nous expliquer pourquoi il est toujours sur Benfica. C'est vrai qu'on a. Ouais, je suis pas si gros que ça. Ça va. Voilà. Donc voilà, il y aura aussi d'autres des Parisiens qui étaient aussi au Stade de France, au Parc des Princes contre Sochaux, qui vont nous appeler. On va pas perdre de temps sur le fil. Moi, j'ai envie de te demander qu'est-ce qui se passe avec la GIA. Est-ce qu'il y a un problème au niveau du club, ils n'arrivent pas à remonter. Est-ce que toi, tu sens qu'il y a un manque d'envie, de passion, de mouiller le maillot? Ouais, on peut le dire comme ça. Après, attention, pour voir la Ligue 2 maintenant depuis 2 ans, c'est un championnat horrible, quoi. Enfin, c'est vraiment pas très beau ce qu'on voit, je trouve, sur le terrain. Il y a un manque d'envie à certains matchs, effectivement. Il y a aussi des jeunes joueurs, faut pas oublier, forcément avec la descente, on vend les meilleurs joueurs, et du coup il reste plus que les plus jeunes. Ce qui est dommage, est-ce que ça a affecté est-ce que ça a affecté un petit peu la passion qu'ils pouvaient avoir chez les supporters auxerrois? Ah ben bien sûr, ça se voit juste au niveau du nombre de spectateurs présents en tribune.
Bon, l'année dernière, ça se tenait encore un peu autour des 6-7 000. Cette année, on a dû la barre des 5 000 à chaque match. Donc ouais, ça, il n'y a pas que le fait que ça soit le vendredi à 20h qui fasse ça. Puisque l'année dernière, les premiers matchs le vendredi à 18h45, il y avait plus de monde que ça. Donc il y a aussi le fait que forcément la Ligue 2 amène un certain désamour du public, parce que le public a connu plus de 30 ans de Ligue 1 et avoir des affiches assez intéressantes. Même l'avant-dernière année en Ligue 1, il y avait le Real Madrid qui venait au stade de la Baie des Champs. Donc forcément ça fait baisser un petit peu l'attrait qu'a la JOCR dans le foot. Après, ça va être très difficile de remonter. Hein. On voit, il y a des clubs, souvent des bons clubs en général, des clubs qui étaient là depuis longtemps en Ligue 1 et qui ont du mal à revenir. Bon, Metz, normalement, devrait s'en sortir, mais ils ont galéré, quoi. Ils ont galéré un petit moment avant de revenir, quoi. C'est un championnat qui est plus compliqué que la Ligue 1 ou plus dur, d'après toi? C'est plus physique. Je pense que par exemple Auxerre cette année a sûrement l'une des meilleures équipes sur le papier et l'équipe la plus technique, ça j'en suis sûr. D'ailleurs, je mets au défi pas mal de Ligue 1 de venir se frotter à nous en Coupe de France à la maison si le tirage au sort les permet, parce que à part Paris, à part Monaco, à part Chanté, je suis pas sûr qu'il y en aura beaucoup qui sortiront vainqueurs, quoi. Si par exemple je pense Auxerre prend Valenciennes à domicile en 16e de Coupe de France, je suis pas sûr que Valenciennes fasse les malins très longtemps, quoi. Je parlais au foot, hein. Je parle en foot. Et justement, on parle d'Auxerre là, mais même quand vous étiez en Ligue 1, il y avait des gros matchs où voilà, pour les gros matchs c'était plein, mais on peut pas dire qu'Auxerre ils faisaient toujours le plein en Ligue 1. D'ailleurs, c'était tu te rappelles, on recevait Guillaume Stan, souvent supporter d'Auxerre, et qui disait qu'il avait un peu peur en Ligue 2 que justement il y ait de moins en moins de soutien populaire. En plus, comme tu dis, après quand tu stagnes en deuxième division, il y a peut-être des supporters qui se lassent, qui ont moins envie de venir au stade, et c'est alors que c'est là qu'il faut plus soutenir en général. Ouais, mais c'est clair, mais c'est vrai qu'après, en Ligue 1, souvent il n'y avait pas beaucoup de monde, les affiches en mois de janvier, décembre, février, quand tu recevais Lorient, quand tu recevais voilà, des clubs un peu moins huppés, quoi. Tu faisais que 7-8 000, mais en Ligue 2, là, on est moitié-mois, et pourtant, des fois, sur des grosses affiches, le plus bel exemple, c'est dimanche dernier, donc dimanche à 15h, on jouait à Nancy. Alors, c'était de la Coupe de France, c'était qu'un 8e tour, mais c'est une affiche correcte de 8e de finale de 8e tour de Coupe de France. Il y avait 3800 spectateurs dans le stade, alors que c'était un dimanche à 15h. Et je trouve que, en parlant d'affluence, vous cohabitez toujours dans votre tribune avec les Blue Angels? Alors, officiellement, oui, parce qu'officiellement, les Blue Angels existent toujours, mais officieusement, il n'y a aucune activité de leur part, il n'y a même pas eu il n'y a pas de réadhésion de fait depuis la fin de la Ligue 1. Donc, d'accord. Ils existent dans les statuts, mais pour l'instant, ils n'existent pas au stade, et d'ailleurs, en général, on voit un membre Blue Angel au stade le vendredi soir, donc on est dans l'attente de savoir si ils continuent, ou s'ils arrêtent, sachant que cette année, normalement, c'était l'année de leurs 15 ans, quoi. Ah, ok, et la cohabitation à l'époque se passait bien? Ouais, depuis, il y a eu des débuts difficiles, mais depuis 2004-2005, ça se passait pas trop mal, ouais, non, il y avait pas trop de soucis, quoi. Il y avait toujours des problèmes de personnes, on va dire, mais c'était vraiment entre une ou deux personnes, ou trois ou quatre peut-être, mais ça n'a jamais d'éteint sur la tribune, il n'y a jamais eu de bagarre entre groupes, voilà, il y a peut-être une claque échangée une fois par un mec, quoi, voilà, c'est tout, quoi. Juste pour vous couper, parce comme on est à la bourre sur cette émission par rapport à nos problèmes techniques, hein, nous avons encore un de nos invités qui vient de nous appeler. Bonsoir, tu es? Je suis Julien, salut. Salut, j'ai pas entendu, excuse-moi. Ouais, c'est Julien, salut.
Ah ok Julien, donc Julien qui est supporter du PSG, qui était face samedi contre Sochaux, donc il y a eu des petits incidents, il va nous expliquer tout ça. On a pris un petit peu de retard Julien, on finit dans 5 minutes, on passe à toi, on finit avec... Ouais. Si je peux me permettre, je sais pas si tu es connecté sur Skype, mais il y a Ludovic qui retransmet l'émission normalement. Qui m'a dit qu'il là c'est bon, il vient d'arriver. Donc à la limite, si tu veux, on finit le podcast avec la GIA qu'on partagera très vite. Et pour la partie parisienne, à la limite, on peut reprendre le direct si tu veux. Si, Rajoutez Ludo comme si de rien n'était. On continue nous sur notre lancée. Il prendra le direct en même temps. Donc de toute façon il y a le podcast pour les retardataires les retardataires c'est même pas de leur faute. Pour ceux qui n'ont pas pu écouter notre ami Choup, ils pourront. Et puis les autres prendront le direct en cours. Donc Julien, d'ici 5 minutes, reste avec nous. Tu peux écouter nos cousins auxerrois. Et puis après on enchaîne direct. Choup, par rapport à ce combat SOS Ligue 2, est-ce que tu penses que médiatiquement c'est relayé ou Bein et toute sa clique fait en sorte que il n'y a pas le choix et puis on n'a pas besoin d'en parler parce que ça changera rien? Ouais, non, c'est clair que les diffuseurs et la Ligue essayent d'étouffer un peu l'affaire médiatiquement. Alors heureusement, il y a des bons relais. Il y a des bons relais en province et qui permettent de diffuser un petit peu l'info sur des choses comme l'équipe.fr ou même en quelques petits encadrés sur le canal national. Après, là où je trouve dommage, c'est qu'on n'est pas plus appuyé sur le fait que les personnes de la Ligue et les diffuseurs n'aient pas voulu recevoir le collectif une deuxième fois comme il avait été promis lors de la première réunion. C'est là qu'en fait on voit l'état d'esprit des gens qui sont en face du collectif SOS Ligue 2, quoi, leurs interlocuteurs, ils en ont strictement rien à faire, alors qu'en plus, ce qui est vraiment dommage, c'est que les créneaux télé existent pour arranger un peu tout le monde, quoi. Parce que forcément, les sports amènent de l'argent au foot. Donc ils veulent avoir leur mot à dire. Ce qui est tout à fait compréhensible. La LFP voudrait que le produit proposé soit de qualité, mais les supporters voudraient aussi pouvoir venir au stade et encourager leur équipe. Et télévisuellement, tous les créneaux existent. Quand je vois qu'on met la journée du championnat à 20h, quand on met ensuite un match seulement à 14h samedi, et un match le lundi, pourquoi on met pas tout simplement la journée Big 2 le samedi à 14h? Ça permettrait à tout le monde de pouvoir venir. Et il y aurait forcément 2 matchs lésés, mais 2 matchs lésés, c'est moins cuite, quoi. Ouais, c'est tout à fait ça. Après voilà, c'est vrai que le samedi, c'est pour les familles qui mettent à la rigueur un match le lundi. On en avait un petit peu parlé en off parce que vous avez fait en pote le petit déplacement sur Metz. C'est vrai que un match le lundi ou au pire un match le vendredi, histoire qu'ils prennent un petit peu d'oseille, pourquoi pas. Après, le foot c'est le week-end, c'est sport populaire, c'est de 7 à 77 ans, comme disait la chanson. Donc nous, en tout cas, quoi qu'il arrive, on essaiera au maximum de pas lâcher et montrer aussi qu'on peut s'appeler ou se dénominer ultra dans un groupe et puis pouvoir s'exprimer correctement, avoir des avis de citoyens, de personnes, d'adultes responsables. Comme je dis souvent, on n'est pas que là à boire des bières et à se foutre sur la gueule. On est aussi des gens comme tout le monde, sauf que on mène peut-être notre passion de temps en temps poussée à l'extrême, mais c'est un petit peu ça. Oui. Mais malheureusement, j'ai envie de te dire, c'est un peu la télé qui
qui gèrent tout ça, hein, parce que voilà, comme tu dis, c'est un sport populaire, mais comme tu as des matchs le vendredi, ce qu'ils veulent, c'est avoir des matchs un peu tous les jours, et malheureusement, c'est la télé qui quand tu vois Magia, les Galatasaray contre la Juve, et ben qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rejoué aujourd'hui à 13h, parce que voilà, par rapport à la semaine prochaine, ils pouvaient pas, après t'as le tirage au sort. Et c'est de plus en plus comme ça. C'est un peu la télé, ils mettent de l'argent, donc c'est eux qui choisissent un peu. Malheureux, c'est malheureux. Ah ouais, c'est malheureux, ouais, c'est clair. Mais pour la Ligue 2, c'est différent. Pour la Ligue 2, c'est un peu différent. Enfin, c'est pas différent en soi, parce que c'est quand même le diffuseur au final qui décide. Mais là où on peut regretter, c'est qu'au départ, la Ligue ait proposé un produit qui était la journée du championnat le vendredi. Pourquoi est-ce que la Ligue propose ça? Pour les droits TV, étant donné que t'as la Ligue 1 le samedi à 17h, le samedi à 20h, le dimanche à 14h, dimanche à 17h, dimanche à 21h, il fallait caler la Ligue 2 et pour faire du pognon, il y avait que le vendredi soir de dispo et voilà. Et les revendications des supporters, on n'en a rien à branler. Le samedi à 14h, on n'en traitait pas sur la Ligue 1. C'est ça que je comprends pas. D'ailleurs, on voit des diffuseurs en prime sur Eurosport, enfin sur Beansport. Donc ça n'en traitait pas sur la Ligue 1. Et en plus, voilà, parce qu'on sait qu'il y a deux chaînes concurrentes sur le foot, hein, c'est Canal et beIN. Et en plus, ça permettait de faire de la concurrence à Canal qui diffuse un match anglais à la même heure. Donc, non, mais moi, c'est vrai. Oui, bien sûr. Non, mais ce qu'ils ont dû faire au départ, c'est déjà, ils voulaient les droits de la Ligue 1. Et après, la Ligue 2, c'est un peu combler les trous, quoi. Et comme tu dis, ils pouvaient mettre ça le samedi après-midi, comme tu dis, ça aurait été une pièce qui était dispo. Et voilà, c'est la Ligue 1 la priorité, hein, voilà. Bien sûr, ouais. C'est vrai que le samedi 14h, pour la journée principale avec 8 matchs, ça aurait été le compromis pour tout le monde. Alors forcément, tout le monde est obligé un petit peu de faire un compromis, mais c'était ce qui permettait au plus de personnes d'être plus ou moins satisfaites, quoi, on va dire, d'être pas trop insatisfaites. La télé, parce qu'ils avaient quand même leurs produits, avec des stades plus remplis, donc forcément les supporters étaient gagnants. Et en plus, ça favorisait la jouabilité des matchs, puisqu'on sait que on va arriver en hiver, là, enfin on y est déjà même bien. Et certains matchs vont être reportés parce qu'à 20h, 20h à Auxerre, vendredi, par contre, on a déjà moins 3, quoi. C'est vrai. Oui, c'est complètement, c'est la logique même. Après, voilà, c'est une question de pognon. C'est con que que ça joue sur des petits clubs comme la GIA qui ont besoin de serveurs populaires aussi pour pouvoir se surpasser. Heureusement, les Ultra Auxerre sont là, et ils sont en DEP, et c'est tout à votre honneur. On est sur le timing. Tube, je te remercie d'être venu à l'émission. Tu reviendras parce que comme je le dis, vous êtes d'abord chez vous ici, donc merci à toi, longue vie aux Ultras d'Auxerre, les amis. Si vous avez un petit mot pour Tube avant qu'il s'en aille. Vous votez pas non plus, hein. Non, mais voilà, rien à dire, ok, merci. Non, désolé, j'avais le micro coupé, là. D'accord, vas-y, Xavier. Enfin, je me suis coupé moi-même, d'ailleurs. Non, moi, j'espère juste qu'au CERF, vont pouvoir surtout remonter et que vous allez pouvoir repeupler un peu les tribunes, parce que ça sera bien de remplir un peu le stade, parce que c'est dommage. C'était comme une équipe mythique de Ligue 1, la GIA, et de voir le club qui a du mal à remonter. Et souvent, quand tu ne remontes pas la première année, tu stagnes pendant longtemps. Et je pense qu'ils vont avoir besoin des supporters pour remonter. Même si les supporters, ça fait pas tout, c'est surtout les joueurs et puis les moyens employés. Ouais, c'est clair. En tout cas, merci à vous de nous avoir donné la parole. On reviendra avec plaisir, il n'y a pas de souci. Et puis, on espère croiser les amis parisiens quand même pour en Ligue 1 déjà, et puis pourquoi pas dès cette saison faire une petite répétition générale en coupe, plutôt en Coupe de France, parce que la Coupe de la Ligue c'est vraiment de la merde quand même, quoi.
Ouais, boycott les coupes de merde. Hein. Tout le monde veut la gagner, enfin les petits clubs, et quand ils vont en Coupe d'Europe, ils jouent plus. Donc c'est vrai que bon, il y a que la Coupe de France. Nous, comme on dit, hein, c'est les cousins, hein, nos amis auxerrois. Donc nous, on sera toujours derrière vous. On espère que voilà qu'il y aura beaucoup plus de cartés encore. Il faut de cette ferveur. Hein. J'appelle à tous les auxerrois d'aller carter chez les ultra auxerre et montrer que voilà même malgré les mauvais résultats ou la Ligue 2, il faut que la passion perdure. Merci à toi Choup et à très bientôt mon ami. Ça marche, à bientôt Stade, merci à tous. Ciao ciao. Merci. Ciao. Voilà, malheureusement on est sur le timing, c'est ça il reviendra. Moi, j'insisterai pour qu'il revienne parce que on aurait pu rester longtemps avec Choup. Voilà, les ultra auxerre, hein, voilà, c'était comme des cousins comme on disait. C'est un groupe qui se démène et qui met quand même de l'ambiance. Donc voilà. On va passer directement deuxième partie parce que le temps presse. Nous avons avec nous Julien. Julien, toi, tu es supporter du Paris Saint-Germain. Tu es un abonné, hein, on va dire les nouveaux abonnés hein, du PSG. Hein. Même si tu connais le parc depuis un petit moment, ça fait combien de temps que tu es supporter du PSG? Ouais, je suis supporter du PSG depuis longtemps, mais j'ai fréquenté le parc plutôt fin 90-2000. J'étais un occasionnel, hein, un des fameux toys bleus qui était au fond là. Voilà. Donc tu connais un petit peu les ambiances à l'ancienne. Il y a eu ce plan Le Prou. Toi, tu n'as pas suivi le boycott. Tu t'es réabonné directement. Comment ça s'est passé? Ouais, voilà, c'est ça. Moi, effectivement, n'étant pas un ultra, un supporter lambda, si tu veux, moi j'aime bien m'appeler comme ça. J'ai effectivement, quand ils ont rouvert les abonnements, c'était plutôt 2011. J'y allais aussi un peu en 2010. J'ai voulu voir en fait de l'intérieur ce qui se passait parce que j'entendais plein de choses et voilà. Donc là, j'ai fait effectivement depuis 3 ans que j'y traîne. J'ai vu plein de choses. Et notamment, lors du dernier match PSG-Sochaux, des trucs qui me paraissent complètement ahurissantes et qui me fait réfléchir à plein de sujets sur l'avenir. Et d'ailleurs, je vais y revenir, je vais essayer d'être simple, d'aller sur les faits. Hein. Donc c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai discuté avec les gens, j'ai recoupé des infos, donc voilà, c'est mon témoignage, ça n'engage que moi, mais j'avais envie de témoigner avec toi, comme je sais que Liberté pour les auditeurs est vraiment ouvert. J'ai pas trouvé mieux pour vraiment expliquer moi ce que j'ai vu quoi. Donc ouais, vas-y. En fait, alors il y a eu 2 trucs dans ce match-là. Il y a eu l'avant-match et pendant. Alors on va commencer par l'avant-match. On arrive, moi je suis toujours très tôt, hein, je suis un mec qui boit des coups avec mes potes comme d'hab. Là je me rends compte que ce coup-ci, je sais pas pourquoi, ils font la fouille à l'extérieur, c'est-à-dire juste à la sortie, juste devant les tourniquets si tu veux. Et là, apparemment, des gens que je connais très bien, pour la plupart, et en tout, je dirais une dizaine de personnes se sont vues refuser l'accès pour un motif suivant. Messieurs, vous sentez l'alcool, excusez-nous, mais vous ne devez pas pouvoir rentrer. Une dizaine de types, dont quelques-uns que je connaissais, effectivement, boivent des coups, ça leur arrive, comme moi d'ailleurs, hein, comme beaucoup de gens finalement, il en reste encore, hein, faut pas croire. Donc voilà, ils ont sélectionné des petits types, une quinzaine, dont quelques-uns que je connaissais pas, ils leur ont dit, non, vous rentrez pas. Je t'avoue que moi, quand j'ai appris ça, ça m'a un peu retourné quand même, parce que les gars en question sont pas des ultras, enfin pas à ma connaissance, on leur m'a pas dit. C'est des lambda quoi, enfin j'ai l'impression que c'était des mecs comme moi, et ce coup-ci ils se sont dit à toi, tu rentres pas. C'est des témoignages que j'ai reçus, hein, ça m'est pas arrivé à moi, mais bon, moi du coup, ça m'a fait, voilà quoi, tu rentres, tu commences à flipper quand t'entends ce genre de truc quoi. Donc ça c'est le premier truc qui s'est passé, hein, voilà, hors dehors du stade, juste à l'entrée. Ce match à 17h, enfin je sais pas, c'est un type, c'est des types en fait, dont un que je connais bien, qui ont jamais foutu le bordel du tout, mais alors mais vraiment pas, à part chanter fort, ils ont rien fait, vraiment rien. Donc j'ai été assez surpris de ça, et il se trouve que j'en parle, moi j'essaye, je suis quelqu'un qui essaie de parler avec la sécurité, même s'ils parlent pas beaucoup, j'ai essayé de me renseigner, j'ai essayé de voir ce qui se passait, et on m'a plus ou moins répondu qu'en gros, que c'était les ordres quoi.
Donc j'en ai conclu que l'histoire de ça sent l'alcool, c'était juste un prétexte, et qu'il y avait des types, pour X raisons que je ne connais pas, il ne fallait pas qu'ils viennent à ce match-là. Voilà. Je crois que c'est très clair. Allez savoir pourquoi, c'est vraiment incroyable. Tu vois, encore rien qu'en le disant, tu te dis, mais non, mais eux, spécialement, eux, même pas des ultras, ok. Voilà. Même pas, et c'est pas des gens qui sont cartés ex-assos nouvelle, contestataires, genre entre guillemets à l'intérieur, même pas. Bah écoute, pour ceux que je connais, je pense pas, non, ou alors ils m'en ont pas parlé, mais non. Et en tout cas, moi, je sais pas, hein, tu sais, j'étais là avant, comme les velus ou les mecs d'avant, moi, je sais pas, je sais les reconnaître, c'est pas très compliqué. Et puis j'en connais, tu vois, c'est un monde, voilà, on parle, moi je suis quelqu'un qui aime bien parler, je connais quelques ultras aussi à droite à gauche, donc non, je pense pas. Hein. C'est des gens qui ont envie de supporter le club, des gens qui chantent, ouais, ça ouais. Alors, des petits groupes, tu sais, je sais pas si vous avez vous remarqué, il y a des petits groupes, alors c'est quoi, 10, 20, 30 personnes en bas des tribunes rouges et bleues qui essayent de se rassembler pour chanter. C'est un sacré chaos, une sacrée anarchie, mais bon, ils essayent, tu vois, donc moi je vois pas le problème. Mais apparemment, là, ça commence à poser un problème au club. C'est quand même dingue, quoi. Ah, mais justement, moi j'ai envie de dire là... Ouais, attendez, excusez-moi, je vous couper avant, juste parce qu'on a Mika qui est avec nous de Benfica. Mika, on finit juste avec Julien qui est nouveau supporter du PSG, hein, donc rien à voir, il n'est pas contestataire comme toi. On finit avec lui, reste avec nous et on enchaînera juste derrière avec toi. On a pris du retard dans l'émission, je suis vraiment désolé. Ça te dérange pas? Ouais. Non, pas de souci. Ok, on continue avec Julien. Julien, donc cette péripétie sur ces supporters qui ne sont pas rentrés. Je crois que Xavier, tu as une petite question, c'est ça? Non, j'ai pas une question. Moi, j'ai plutôt envie de m'énerver un petit peu là, vite fait, parce que quand tu vois, faut être clair que de toute façon, par rapport aux contestataires, ils en veulent plus. Il y a encore un truc qui est sorti pour Rennes là samedi. Tu fais pas de déplacement officiel, t'as pas le droit de rentrer. Donc moi, par exemple, j'ai aucun souci, je suis même pas connu. Si je viens et que j'ai envie d'y aller tout seul avec ma place, j'ai pas le droit. Donc à un moment, il va falloir que le PSG il soit clair sur ce qu'ils ont envie de faire. Et même vous, là, toi qui fais partie des nouveaux abonnés qui sont abonnés actuels, même vous, ils vous en parlent un peu. Alors est-ce qu'ils veulent vraiment un public que de spectateurs bien tranquilles? C'est pour qu'ils s'expliquent un petit peu un jour quand même. Et de toute façon, on avait senti, nous, Stan, on disait qu'avec même avec les nouveaux abonnés, les stewards ont complètement changé. Ils sont vraiment de plus en plus... ils pourraient être plus tranquilles avec vous parce que c'est plus calme. Et ben non, on a l'impression... Enfin, plus calme, paraît-il. Et non, ils sont aussi durs avec vous qu'ils auraient pu l'être avant. Et encore avant, quand c'était un peu plus dur, ils étaient un peu plus souples. Donc, on a l'impression qu'il y a vraiment une mainmise et qu'ils veulent vraiment faire du parc un stade de spectateurs quasiment où ça bouge pas trop, quoi. C'est malheureux. Ouais, mais c'est complètement ça. Oh non, je suis absolument d'accord. Mais je crois que la philosophie de leur pensée, je pense que c'est le principe de précaution. Si tu veux, moi, regarde, je suis pas là pour juger quoi que ce soit. Alors quand tu vous dites que je suis pas contestataire, bon bref, il y a des gens qui contestent encore, mais tu peux plus le faire, c'est vrai. Et il y a encore des gens, tu vois, je veux dire, moi je suis un mec qui a toujours soutenu les ultras quand ils défendaient des causes justes, et en ce moment, croyez-moi, que ça fait 2 ans, ils en ont des causes justes à défendre, ils sont pas défendus, il faut vraiment, d'ailleurs, je vais retirer mon chapeau parce que faut vraiment avoir envie de se débattre pour ses droits dans ce pays, c'est incroyable, quoi. Enfin bref, je vais y revenir, c'est le principe de précaution. Si tu veux, il y a des petits groupes qui se reforment mécaniquement depuis 3 ans. T'as beau avoir de l'aléatoire, tout ce que tu veux, les gens se rencontrent. Enfin, on est dans un stade de foot, tu vois. Tu rencontres des gens, tu te fais, voilà, tu rencontres, tu le revois un match d'après. Bon, avec l'aléatoire, ça complique le tout. Et d'ailleurs, c'est un scandale d'encore l'appliquer aussi drastiquement aujourd'hui. Mais tu arrives quand même à former des petits groupes. Et quand ils voient ça, paf, tu vois, les mecs qui t'arrivent dessus en disant non, mais attendez les gars, faut vous calmer, vous vous rassemblez là. Moi, j'ai 50 000 anecdotes sur les 3 ans qui se sont passés, de ce qu'ils nous sont venus nous dire, en disant, écoutez les gars, il faudrait peut-être pas trop, voilà, gentiment, les petits coups de pression en douce en disant, ouais, vous êtes gentils, mais ne faites pas plus, quoi. Et l'année dernière, il y a eu des gens qui ont voulu ramener des banderoles, des trucs, l'année avant aussi, voilà, ça a mal tourné, mais alors aujourd'hui, on en arrive à un truc, effectivement, où on va traiter de la même façon un ultra contestataire qui met vraiment tolérance avec un type qui vient au match, qui commence à gueuler un peu plus fort que les autres, qui a envie d'entraîner les autres dans son délire. Je veux dire, ça, j'ai toujours vu ça, moi, depuis que je suis au parc, quoi. Avant, c'était juste organisé. Voilà, c'est tout, hein.
Et donc là, on en arrive à des extrémités, mais tu te dis, mais voilà, on traite tout le monde de la même manière. Mais je pense que c'est une erreur de leur part, d'ailleurs. Et moi, je voudrais te poser une question, parce que toi qui vas au Parc des Princes, parce que j'ai un collègue de travail qui était à PSG Olympiakos, on avait posté sur la page de l'émission, la page Facebook, on avait posté la photo. Est-ce que ça se fait à tous les matchs ou seulement aux gros matchs, cette feuille qui circule? Moi, je crois que c'est une blague au début, et puis finalement non, avec des numéros, avec les champs, voilà, et puis aussi avec les la gestuelle, tout ça. Est-ce que c'est distribué dans toutes les tribunes? Non, pas encore. Tu sais, c'est un truc qui pourrait arriver. Ça a pu arriver, mais c'était à une échelle tellement petite que j'en ai même pas entendu parler. Je me renseigne un peu, tu sais, quand même. Non. Il y a des gens qui ont envie, si tu veux, non, c'est juste, c'est du jeu de mime, hein, le Parc des Princes, maintenant. En gros, on se regarde, il y a des types qui regardent, qui ont envie de chanter. Moi, je trouve ça bon, voilà, ils font ce qu'ils peuvent, ça foire le 3/4 du temps, voilà. C'est comme ça depuis 2 ans, depuis qu'ils ont ouvert les abos, quoi. Sauf que maintenant, ils en sont à dire encore, oh là là, il y a des gens qui se rassemblent, oh là là, principe de précaution. On va tuer dans l'œuf toute possibilité de contestation avant même qu'elle existe, quoi. Parce que là, je pense qu'ils sont dans un état d'esprit comme ça, quoi. Mais non, il n'y a pas encore d'organisation structurée, absolument pas, hein. C'est des petites initiatives de bandes de potes, de 10, de 5-10 qui se connaissent, des trucs comme ça, pas plus. Et c'est incroyable de s'attaquer à ça, tu vois. Mais, Julien, t'es abonné où, toi? juste prendre la parole. Julien. Vas-y. C'est Mika, juste une petite question, mais c'est pas logique qu'on est dans le pays des droits de l'homme et qu'une simple contestation est refusée? Parce que t'as le droit de s'exprimer. Oui, t'as le droit. En fait, si tu veux, ils jouent sur les lois. C'est ça l'ambiguïté. C'est que si tu veux, moi, par exemple, ça m'est arrivé de gueuler sur certains trucs et de soutenir certains mouvements, parce qu'il y en a eu depuis 2 ans quand même. Il y a eu des actions il n'y en a pas eu beaucoup. Mais ils te regardent de travers et ils viennent te dire bon, allez, on va se calmer les gars quand même, là, qu'est-ce que tu fais? Tu comprends? Voilà, faut du bon côté. Il y a même une fois un mec de la sécurité m'a expliqué un truc, juste un truc. Il y a 3 catégories de supporters aujourd'hui au Parc des Princes. Les mecs de la sécurité, c'est comme ça qu'ils voient les choses. Il y a le public qui dit rien. Il y a les mecs qui sont à la limite, c'est-à-dire en gros, je pense que j'en fais partie parce que de temps en temps, sur ma gueule, je leur fais remarquer certaines trucs. Je conteste de temps en temps quand il y a des contestataires et je gueule très fort et je chante pour mon club. Et puis il y a ceux qu'il faut pas voir. Voilà. C'est les 3 c'est comme ça qu'ils voient le monde. Regarde les contestataires. Au jour d'aujourd'hui, les gens qui contestent, si tu regardes bien, dans ma logique, hein, après moi je fais partie de contestataires, mais dans ma logique, les gens qui contestent, ils prennent 10 fois plus de risques que les autres. Parce qu'un exemple, quand tu vas à un match à l'étranger ou dans un autre stade, quand tu es contestataire, comme en ce moment il se passe, c'est-à-dire que toi, tu dois organiser ton propre DEP avec ton groupe. Tu es d'accord? Mais tu arrives dans une ville ou tu arrives dans un pays où tu as un club avec des ultras structurés. C'est-à-dire quand nous, on se déplace à chaque fois, si on n'est pas organisé, si on reste pas ensemble et soudés, la plupart du temps, on se fait ou allumer par les keufs ou allumer par les autres. C'est beaucoup plus dangereux ce que le PSG aujourd'hui fait, mais 10 fois plus dangereux que ce qui était fait avant. Parce qu'avant, ils arrivaient quand même à structurer les déplacements. Maintenant, il n'y a rien qui est structuré. Avant de continuer sur ça, je voudrais que Julien, tu nous dises cette deuxième partie de match. Il y a eu cette première partie et après il y a eu cette deuxième partie où apparemment il y a eu baston et tout ça. Oui, effectivement. Alors ça se passe. Alors j'ai bien vérifié pour être sûr. Ça commence à la 50e, coup franc du bras au-dessus, atterri à Auteuil-Rouge. Je suis à Auteuil-Rouge, hein, donc j'ai plus vu la scène. Le ballon est planqué par une bande de potes d'une vingtaine d'années qui étaient au devant d'Auteuil-Rouge et ils ont commencé à chanter il n'y a plus de ballon. Chose qui était déjà arrivée en Coupe d'Europe d'ailleurs. Je sais plus si c'était Olympiakos ou Anderlecht, mais il y a eu la même chose. Et ça s'était super bien passé, quoi. Et là, ce coup-ci, le ballon est planqué, ça commence à chanter, il n'y a plus de ballon, bon voilà, rien d'extraordinaire. 15 fois, il marque, avec le chef de la sécurité qui est un peu connu pour donner les ordres, et qui cherche le ballon. Et ils l'ont cherché pendant 15 minutes jusqu'au but de Cavani, à peu près. En gros, juste avant le but de Cavani, tac, il trouve le ballon, il le renvoie sur la pelouse. Ouais. Non, vas-y, continue. Ouais, je continue. Donc, juste avant le but de Cavani, il le refout sur la pelouse et il commence à interpeller le mec qui avait planqué le ballon.
Je lui demande son numéro d'abonné. Ouais, monsieur, votre numéro d'abonné. Enfin, j'ai déjà vu la scène, hein, c'est un classique. On avait déjà fait la même pour un mec qui s'était les torse nu, hein, c'est pour dire. Bon, bref. Et donc, ton numéro, ses potes à côté commencent à s'énerver vu la situation et trouvent ça dégueulasse et injuste. Le but de Cavani intervient, mouvement de foule, et derrière, j'ai pas trop compris parce que j'ai pas trop compris ce qui s'est passé dans un gros baston, quoi. 15 mecs contre 15 stewards, ça s'est fini dans les coursives, les mecs face contre terre, enfin voilà, quoi. Avec un steward blessé, je crois, hein. Et des mecs bien sortis de manière assez virulente pour un ballon. Donc voilà, tout ça pour juste pour un ballon récupéré. Donc. Ouais, il s'attaque à des jeunes de 20 ans que je pense pas on peut appeler des ultras connus, il y a eu des arrestations, tout ça. Est-ce que tu as vu ça, des arrestations? J'ai pas pu voir. Attends, en gros, j'ai voulu aller voir. Je suis allé voir dans les coursives. On m'a dit en gros, si je faisais un pas de plus, et que je partais avec. Tu vois, la menace elle est claire. Faut pas montrer le linge sale, tac tac. Il y a des choses qu'ils veulent pas montrer. Il y a des choses qu'ils font qui sont pas légales. Donc, on le sait. Mais la différence, si tu veux, avec cette histoire-là, c'est qu'ils s'attaquent plus qu'aux ultras en fait. C'est plus qu'aux contestataires. Là, ils changent de dimension. Là. Ils s'attaquent à toute forme possible de contestation. C'est même pas que tu contestes. Tu vois. Ils en arrivent même à ça, quoi. Les principes de précaution, elles sont plus hauts les élevés, quoi. Non, mais à mon avis, ce qu'ils veulent vraiment faire, c'est éradiquer les contestataires à l'extérieur, notamment, parce qu'il n'y a plus que là que ça se fait. Donc, dès que tu peux leur mettre des bâtons dans les roues, ils montrent bien qu'ils veulent pas plus de vous. Et au Parc des Princes, dès que ça commence un peu à reprendre vie, entre guillemets, tu vois, des petits groupes ou faire des choses qu'ils veulent pas voir, et ben voilà, il tape du poing sur la table. Comme avait dit Jean-Claude Blanc, on a le droit de recevoir le public que l'on désire au Parc des Princes. Il l'applique complètement et le message est clair. Il préfère avoir un public comme ça. Et de toute façon, le stade est plein, donc il s'en plaigne pas du tout. Hein. Moi, quand on me dit le manque d'ambiance, ça les dérange, j'y crois pas du tout. Et d'ailleurs, moi, je suis moins sûr que toi. J'ai l'impression que le modèle du Parc des Princes, c'est un peu ce que beaucoup de clubs et certains journalistes même aimeraient bien avoir. Parce que, en plus, avec les faits qu'il y a eu récemment au niveau des tribunes, l'image des ultras est en train de s'écorner encore plus au niveau des médias et puis du grand public, malheureusement. Non, voilà, pour rebondir sur ce que tu dis, Xavier, de toute façon, comme tu dis, le stade est plein, donc ils s'en foutent. Honnêtement, moi, c'est pour ça que je suis d'accord avec le boycott. Hein. Je pense qu'il n'y aura pas d'autre solution que cette solution radicale et de le vider, ce stade. Hein. Et pour qu'enfin, ils réagissent, quoi. Mais le problème, c'est que va expliquer ça dans la tête des gens, quoi. Voilà, moi je tiens cette ligne-là. D'ailleurs, c'est marrant parce que toutes ces histoires recoupent un peu votre débat de la semaine dernière et vos débats actuels. Là, si tu veux, ils vont s'attaquer à d'autres gens que les ultras maintenant. Et moi, si tu regardes les choses dans les quelques années qui vont arriver, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire un éthylotest devant l'entrée? Qu'est-ce qu'ils vont faire? On peut tout imaginer avec ces mecs. La question est de savoir, c'est comment tu luttes quand tu peux pas t'exprimer dans un stade. C'est sûr que c'est compliqué, mais je reste persuadé que c'est quand tu parles d'ambiance, tu dis ouais, il faut qu'il n'y ait pas d'ambiance, je suis pas si sûr que ça. C'est plus compliqué. Je vous rappelle quand même qu'en 2011, ils ont fait des trucs absolument ahurissants en foutant un microphone et un mégaphone à une association militante. Je me rappelle bien de ça. Voilà, 2011-2012. Ça me souvient, mais ça a existé, je l'ai vu, il fallait que ça sorte dans les médias pour que ça s'arrête. Moi, je pense que s'il s'attaque à un public comme ça, un public entre guillemets qui est quand même moins contestataire, mais qui peut l'être, hein, faut pas croire. Il faut une grave erreur, parce que ça va rassembler plus de monde autour autour du fait qu'il faut dénoncer ces pratiques-là. Il n'y a rien de légal dans tout ça. Tu sors pas un mec parce qu'il sort l'alcool, tu vas pas faire chier un type parce qu'il a planqué un ballon quand t'as le Qatar en face. Enfin, ça va, quoi. C'est pas chez vous, quoi. On va continuer un petit peu sur la contestation. Tu restes avec nous, Julien. On reprendra juste derrière avec toi. Parce que Mika, lui, il est à Benfica. Mika, il fait partie des contestataires. Hein. Donc, bien sûr, des fois, on s'organise quelques petits deps, hein, histoire de revivre cette passion. Mika, toi, t'as fait ton petit dep sur Porto. Tu peux nous en faire un petit peu la biographie. T'as vu, moi, j'ai fait le déplacement. C'est-à-dire, je suis arrivé avant presque tout le monde. Je suis arrivé dimanche. Je repartais en principe ce matin. On est partis tous. Je suis parti chercher mon groupe, tout ça. On est tous partis se balader, mais loin de Lisbonne pour pas avoir de problème exactement à cause de contestations. On est parti au stade, le match il était à 19h45, on est rentré, il était 6h30. Déjà, grosse nouvelle, on était en contre-parquage. Et ils nous ont mis en parquage.
Déjà, ça, c'était le premier truc. C'est-à-dire, on avait pris des billets dans une tribune qui était totalement différente à ce qu'on a eu quand on est arrivé là-bas, premièrement. Deuxièmement, il n'y a eu aucun incident, aucun problème. Tout s'est vraiment, mais honnêtement, archi bien passé à l'intérieur. Une fois qu'on est sorti, ils nous ont tous regroupés comme d'habitude en cortège, ils nous ont accompagnés jusqu'au métro. Arrivé presque au métro, bon ça chantait, ça tapait dans les mains, moi, contestataire, et j'adore la pyro, donc moi j'ai allumé une torche si tu veux. J'ai allumé une torche, le premier flic est arrivé vers moi, j'ai dû jeter la torche par terre dans le caniveau. Le deuxième il est arrivé, il a essayé de m'attraper, moi je me suis débattu un petit peu, j'ai réussi à me mettre au milieu de la foule. Il y a même 2 minutes passées, même pas, ils m'ont retrouvé en plein milieu de la foule, ils sont venus me chercher en plein milieu de la foule, ils m'ont écarté de la foule si tu veux. Ils m'ont mis vraiment, mais vraiment devant tout le monde pour essayer de montrer leur rapport de force, on va dire, je pense. Je me suis pris quand même 3 gifles, des RG portugais avec les gants et tout. Je me suis pris mes 3 grosses gifles. Après ça, j'ai eu le droit à la fouille, mais franchement, une fouille, même je crois qu'un chien, tu le fouilles mieux que ça. Ils avaient même pas de menottes, c'était les feats, tu sais, les feats là, d'électriciens là. Ouais, ils me les ont tirés comme un chien, ils m'ont emmené au commissariat, et puis voilà, garde à vue, relevé d'identité, les questions habituelles sur les groupes, machin, alors que on dirait qu'ici, ils n'ont pas encore compris que les groupes, ils ont été dissous en 2010. Premièrement, après, il y a eu ça, après, ils m'ont donné, j'ai pris 500 € d'amende, je sais pas comment je m'en suis sorti, ils m'ont pas donné d'interdiction de SAD, mais voilà, quoi. Une sale journée, on va dire. Vous avez été pas mal de Parisiens, je crois que c'est une dizaine à avoir été interpellés, paraît-il, non? Honnêtement, après ça, t'as vu, moi je vais pas te confirmer quelque chose que j'ai pas vu. Parce que moi je me suis fait arrêter direct après le match et j'étais pas dans la ville avant le match. C'est-à-dire on arrivait vraiment à l'heure du match, nous. Après j'ai vu, il y en avait un, en tout cas sûr, parce que celui-là il est passé avec moi au tribunal le matin. Puis il y en avait un, il s'est fait aussi attraper pour avoir eu un strobose dans la poche. Mais le mec, il l'a même pas allumé ni rien, et ils l'ont emmené pareil, Il est sorti que ce matin, et lui, c'était encore pire, parce que moi, je partais en car, et lui, il partait en avion, et ils l'ont fait rater son vol aussi, Ah, donc tu veux dire que tu es passé en comparution immédiate dès le lendemain, Mika? Ouais, je suis passé le lendemain matin à 10h30. Et je suis sorti à midi, et j'avais mon bus à 9h. Mais franchement, la manière qu'on est traité, je trouve ça aberrant, quoi. Parce que même on va pas se voiler la face, on sait très bien que les torches c'est interdit. Mais pour une torche, se faire, je veux pas te dire victimiser non plus, mais se prendre 3 gifles comme ça, se faire traiter comme un chien, je pense qu'ils en arrivent loin aussi, quoi. Surtout que la soirée, elle s'est bien déroulée. Et puis, une torche dans la rue, même pas dans le stade. Mais moi, je pense qu'il dure. Après, il y a eu autre chose. Parce que, quand je me suis, je pense qu'il dure. Quand je me suis fait taper, et surtout écoute juste ça. Écoute juste ça. Quand je suis sorti, quand moi je me suis fait attraper et frapper, il y avait une personne qui était en train de filmer. Dis-toi, ils lui ont mis un coup de matraque dans le téléphone, ils lui ont brisé le téléphone. C'est-à-dire, ils lui ont même pas dit efface la vidéo, lâche ton téléphone, non, coup de matraque dans le téléphone. Après, je trouve que ça en devient aberrant la manière qu'on est traité, qu'on n'est pas des chiens, on est des êtres humains. Je suis d'accord avec toi. Après, on a une patience et tout, Moi, je me demande une chose aussi, comme je te dis, ils durcissent le ton. Et vu que c'est à l'étranger, est-ce qu'ils ont pas reçu de la part, des RG ou des ordres? C'est des supporters dangereux, quoi, tu vois, à savoir. Je saurais pas te dire, tu vois, ça, parce que je pourrais pas le confirmer. Même si j'ai l'impression que oui, je pourrais pas te le confirmer personnellement, tu vois. Vraiment te dire oui, c'est vrai. Maintenant, on a tous le sentiment que oui. Mais après, si tu regardes bien, déjà quand on est arrivé, tout le monde est rentré par petits groupes, c'est-à-dire des groupes de 2-3. Et même comme ça, franchement, je sais pas comment ils ont fait, je saurais pas te dire. C'est peut-être pour notre dégaine, le look qui est différent d'ici ou quoi. Ils nous ont tous mis en parcage et ils ne sont pas trompés sur personne. C'est-à-dire, on dirait qu'on était attendus et qu'ils connaissaient déjà notre tête, quoi. Clairement. Et franchement, ça, il y avait combien de... Ouais, excuse-moi, moi je voulais juste savoir si à force ça les dégoûtait pas, quoi, parce que c'est beaucoup de risques pris pour franchement pour pas grand chose. Maintenant, après, c'est vrai que c'est bien de se défendre pour ses droits, parce qu'on n'a pas le droit en plus d'être supporter, mais ça en vient quand même à des excès
on prend des risques, ouais, mais c'est ça, on prend des amendes, etc. Déjà, si tu regardes bien, les personnes qui étaient présentes hier ici, elles ont tous pris des risques inconscients et inconsciemment, et tout le monde le sait, hein, les risques qu'on prend. Mais déjà, se diviser en petits groupes pour passer inaperçu, tu peux être vite fait pris à partie. Suffit que t'aies ton écharpe qui est mal rangée ou quoi que ce soit, t'es pris à partie. Donc c'est des risques pour une passion qu'on a. Et même ça, ils sont pas capables de le reconnaître. Et il y a autre chose, je me suis fait quand même saisir une écharpe, alors que l'écharpe, il n'y avait pas de contestation dessus, il n'y avait rien. Juste marqué Ultra Paris. Ils m'ont saisi l'écharpe, ils m'ont saisi une cagoule. J'en passais des meilleurs. Ah, mais ça, voilà, ça devient incompréhensible. On est pire que des criminels, hein, de supporters. Voilà, tout à fait. On dirait des terroristes, carrément. On dirait qu'on est traités comme des terroristes. Voilà, il y en a, putain, ils font des trucs dans ce pays, des trucs de malades, et ils sont dehors, putain, et là, des supporters parisiens qui veulent juste, voilà, on veut juste qu'on nous rende nos tribunes, qu'on nous laisse nous déplacer quand on veut, la liberté, quoi. Après, s'il y a des conneries, liberté d'expression. Voilà, s'il y a même la liberté d'expression. De se déplacer, t'as pas que ça. Moi, j'ai vu. On l'a que dans cette émission, hein, je te rassure. Ouais, ça, je l'ai bien compris, t'inquiète pas, hein, je le vois et je le vis constamment. Par rapport au DEP, tout ça, on le voit et on le vit. Mais franchement, moi, personnellement, je suis pas non plus, depuis longtemps, partie des groupes, mais honnêtement, par rapport à la manière qui traitent les gens, je trouve ça inacceptable. Ouais, si je peux me permettre de rebondir sur ce que vous dites, ouais. Pardon, vas-y, pardon. Vas-y. Ah, c'est gentil. Non, mais vous avez tout résumé. L'objectif du PSG, de la direction, alors c'est difficile à définir, mais il n'y a pas que la direction, c'est tout ce que les pouvoirs publics sont en étroite collaboration avec le PSG. L'objectif, c'est dégoûter. C'est très clairement dégoûter, et dégoûter beaucoup plus de gens que ce que même moi j'imaginais au départ. À la base, on devait dégoûter 300 mecs, on en a dégoûté 13 000, et là, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est en train de dégoûter beaucoup plus que ça. Le peu, en fait, il dégoûte petit à petit, les contestataires qu'on a, exactement, le peu qui reste, ils s'en prennent tellement plein la tête au niveau des déplacements, au niveau des arrêtés, au niveau de quand on fait un déplacement comme ça, quand il y a une torche, franchement, honnêtement, j'ai jamais vu ça de ma vie, pour une torche qui était allumée en dehors du stade, dans un cortège, excusez-moi, si ça aurait été à l'intérieur du stade, on sait les consignes qui sont à l'intérieur du stade, surtout en Europe. Ok, et le matériel, le pire c'est que le matériel, Pierrot était rentré dans le stade. Il est rentré et il est ressorti sans avoir été allumé. Donc on a été plus que correct. Et une torche qui a été allumée, franchement, se faire traiter comme ça, je trouve ça incompréhensible. C'est clair. Moi, je voudrais aussi, Julien, qui est un supporter parisien de cette période de 2010, cette période qatari. Toi, tu entends ce genre de témoignage. Est-ce que vous, malgré les restrictions qui se trouvent au parc, vous vous trouvez encore privilégié? Personne n'est privilégié au Parc des Princes, si tu veux. Maintenant, enfin, de toute façon, ils ont, pour rebondir sur les torches, ils ont placé le curseur vachement plus haut depuis 2010. Hein. Le moment de basculement, c'est le plan Le Prou. Je crois que tout le monde le sait. Et maintenant, et comme souvent, le PSG est le laboratoire de plein de choses et limite, ça me fait peur de le dire. Mais des fois, je me dis, mais merde, qu'est-ce qu'ils font au parc là aujourd'hui? Pourquoi d'ici 2016 ils commenceraient pas à faire ça ailleurs? Et il y a des films qui trompent pas. Hein. Il y a d'autres groupes d'ultra qui sont sans arrêt emmerdés. On est dans un nouvel ère de foot business version, je sais pas, 3.0, 4.0, ce que vous voulez, qui devient où tu peux même plus t'exprimer, effectivement, mais que tu sois un contestataire ou même pas que t'en ouf, hein. C'est là où ça devient ouf, c'est que maintenant, et limite, je trouve que c'est suicidaire comme idée, parce que à un moment donné, si on arrive tous, nos supporters, qu'on soit ultra ou pas, à se parler, à se dire, attends, mais là, ils abusent pour tout le monde, ils abusent pour tous ceux qui ont envie d'investir, mais ne serait-ce qu'un peu de leur temps, ils ont envie de gueuler pendant un match, rien que ça, enfin, je sais pas. S'il y a un truc à faire, je sais pas, pour l'avenir, je sais pas si moi, j'essaie de voir les choses, j'explique souvent, l'histoire, on la réécrit pas, mais l'avenir, il est pas encore écrit.
Qu'est-ce qui va se passer dans les putains de prochaines années, ça? Là-dessus, si on fait rien, Julien, là-dessus, je suis d'accord avec toi, tu vois, mais regarde bien un truc. Aujourd'hui, il y a des stars au PSG. C'est-à-dire, toi, demain, nous, ce qu'on faisait en 2010, c'est-à-dire le boycott massif, quand le Qatar, il a racheté, il a ramené ses stars, tout le monde je vais pas dire les contestataires, mais tout le monde, même les gens qui n'ont jamais soutenu le PSG quand le PSG était presque en train de descendre en deuxième division, il y avait que les tribunes qui étaient pleines. Ça, faut bien le reconnaître. C'était les seuls COP, le COP Boulogne et le COP Auteuil qui étaient pleins. Il n'y avait rien d'autre. On est bien d'accord là-dessus. Ah, absolument. En 2010, on a fait le boycott. Les gens ont fait le boycott. En 2011, le Qatar a racheté. Ils ont ramené leur star. Tout le monde est revenu s'abonner. Donc au jour d'aujourd'hui, toi demain, tu veux contester. Ce que je veux en arriver, c'est toi demain, tu contestes. Et je vais te donner un exemple, 4000 personnes qui sont aujourd'hui abonnées au Parc des Princes qui contestent. T'es d'accord? Tu vas en avoir 4000 autres pour reprendre leur abonnement. Mais voilà, c'est bien le problème. Je suis bien d'accord. Et justement, moi la réflexion que j'ai, si tu veux, c'est que je suis bien d'accord. Et d'ailleurs, cette année, c'en est la preuve. Si tu veux, sur 3 ans, si tu fais le bilan sur les 3 dernières années, les premières années, il y avait de la contestation très forte en 2010, quand les mecs, je me rappelle très bien, quand les mecs sont revenus, c'était un PSG Brest, je crois. Voilà, tu les voyais, ça se voyait. 2011 aussi, 2012 un peu moins, et aujourd'hui 2013-2014, il n'y a plus rien. Maintenant, en gros, il n'y a plus rien. Il est là la déduction. Elle est là la déduction, c'est que demain, toi, tu veux te mettre à boycotter aussi parce que tu n'es pas d'accord avec les nouvelles expectatives du club. Toi, demain, tu contestes, mais demain, toi, tu rends ton abonnement, il les vend à un autre dans la même journée. C'est pour ça que j'ai pas envie de le rendre. Mais tu vois ce que je veux te dire? Maintenant, nous, contestataires, on est aberrés de ne pas pouvoir entrer avec un tifo, une banderole, même des écharpes. Et on en est arrivé à nous interdire nos écharpes. Faut être sérieux, les gens. C'est-à-dire, même sans nous, on se déplace. Si on ne fait pas du bruit seulement avec notre voix, on ne voit pas. Et à part certains qui arrivent à rentrer des écharpes en scred ou... Oui, ça, on ne le faisait pas. On ne nous voyait pas dans un stade. À part avec nos voix, on nous entend pas, on ne nous voit pas. Et ça, c'est aberrant qu'au jour d'aujourd'hui, même une écharpe, ça soit un motif qui te casse la tête. Ouais, moi les gars, je voulais rebondir là-dessus. On en revient un peu avec le débat qu'on avait eu avec Psycave, qui était contestataire aussi la semaine dernière. Maintenant, le truc, c'est, pour moi, le boycott, c'était vraiment la bonne solution, car de vider ce stade, ça serait vraiment la solution de dire, regardez, là on n'en peut plus, et il se dirait peut-être enfin, bon, là on a besoin de supporters, la sonnette d'alarme a été tirée. Le seul souci, c'est comme vous dites, il y aura toujours des gens pour acheter les abonnements derrière. Bien sûr. Donc maintenant, le truc, c'est comment on convainc ces gens que le supporter est un acteur à part entière du football. Comment on le fait et quelle stratégie on doit adopter, parce qu'il est là le vrai combat. Pour la survie du mouvement ultra, même en France, qui n'est pas un pays de football, on doit se focaliser sur cette question. Comment on fait prendre conscience aux supporters lambda que le mouvement ultra, le rôle syndical, le rôle social qu'ont tous les ultras, comment on leur fait prendre conscience qu'il est super important. Et honnêtement, je pense que la question, elle doit se baser là. Parce que, comme vous dites actuellement, si vous, en tant que contestataire, même si on a 4000 de plus, ces 4000 abonnements seront revendus. Sur des matchs comme le Barça l'année dernière, il y avait plus de 150 000 demandes au PSG. Donc voilà, maintenant, comment on fait pour mettre en tête à ces supporters lambda, comment on fait pour les convaincre que le mouvement ultra il est d'une importance capitale. Pour moi, le débat, c'est vraiment là. Pour moi, je ne critique pas, tu vois. Je veux pas critiquer les gens qui vont au parc ou quoi. Mais pour moi, les supporters qui vont au parc, c'est un petit peu de la stupidité, parce que si tu regardes bien, au jour d'aujourd'hui, comme je te disais, il y en a un qui part, il y en a un qui part, il y en a un qui revient. On est d'accord? Eux, à l'époque où nous on était au parc, où il y avait des groupes, des associations, tout ça, déjà, ils arrivaient à faire un contre-pouvoir pour les augmentations des places, pour les augmentations des abonnements, pour tout ça. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a personne. Le rôle syndical, voilà. C'est-à-dire au jour d'aujourd'hui, les billets peuvent monter jusqu'à des 50, 60, et même pour les gens qui veulent, les ultras d'autres clubs qui veulent faire des déplacements, la plupart ils annulent leurs déplacements, parce que les déplacements, c'est le prix de la Ligue des Champions. Ah oui, c'est à 40 €. Qu'est-ce que j'ai personne, aucun. C'est ça. Les supporters aujourd'hui qui vont au parc, ça, ils l'ont pas encore compris, je pense. Parce que nous, les gens qui étaient au parc à l'époque, ils avaient quand même un contre-pouvoir. C'est-à-dire, eux, ils voulaient augmenter les places, ils n'arrivaient pas tout le temps à augmenter comme ils voulaient. Si je ne me trompe pas, parce que j'étais à l'étranger pendant cette époque-là, en 2010,
les ultras avaient quand même obtenu une congélation des augmentations des abonnements pendant 2 ou 3 ans, si je ne me trompe pas. Donc ces gens-là quand même faisaient quand même un contre-pouvoir à la direction, ce qui donnait aussi de la facilité et des moments où le club était forcément obligé de parler avec ses supporters. Chose qu'aujourd'hui, ils n'en ont plus rien à foutre. Ils ont leurs supporters, eux, ce qu'ils veulent, c'est un papa de famille avec son gosse et sa femme qui va venir voir le PSG. Ok, excusez-moi, moi, on m'a amené au PSG. Voilà. Moi, on m'a amené au PSG. Moi, on m'a amené voir le premier match que j'étais voir au PSG. J'avais 6 ans. J'étais du côté d'Auteuil. Il y avait des fumigènes, des tifos, des torches. J'ai pas été blessé, j'ai pas été maltraité, j'ai pas été insulté. Je sais pas. C'est le même délire. Maintenant, si tu sais que tu vas en famille, c'est sûr que tu vas pas te mettre, si tu connais pas le mouvement, c'est sûr que tu vas pas te mettre au milieu. Tu vas prendre tes faces en face de la présidentielle ou dans une autre tribune. Donc ça a pas de logique, ce qu'ils disent, venir en famille, venir en sécurité. À l'époque, tu venais en sécurité au Parc des Princes parce que tu avais les ultras qui défendaient comme les Parisiens. C'est-à-dire tout ce qui était écharpe parisien, s'il y avait un Parisien agressé, tout le monde le défendait. Non, mais bien sûr, tu parles d'il y a 6 ans, mais voilà, moi, ayant 38 piges, la première fois que j'étais au parc, c'était en 89-90, en Boulogne-Bleue. Voilà. Ouais, je pense que t'étais pas né. En Boulogne-Bleue, il y avait des sacrées gueules. C'était bon anniversaire. Il y avait des sacrées gueules, il y avait des sacrés groupes. Voilà, j'étais jeune, j'étais novice, je venais d'arriver. On rentrait pas comme ça à Boulogne. Et voilà, tout le monde, tous les jeunes commencent comme ça. T'arrives, t'essayes de te faire tout petit et tu t'apprécies. Et c'est comme ça que la passion est née. Moi, Julien, une question pour Julien. Toi, tu es abonné. T'es abonné en Auteuil Rouge. Le prix de ton abonnement, il est de combien en fait? Pour le plus bas, tu veux savoir, c'est en gros dans les 300 euros. Voilà. 300 euros par Ouais, le moins cher, ça doit être dans ces eaux-là. Je vais te garantir que c'est le moins cher, mais c'est ce que je paye. 300 des bananes. C'est-à-dire en Auteuil Rouge, quoi. Ouais, le moins cher. Du moins cher. Ouais. Le prix le moins cher, c'est rouge, virage, sûr. Après, tu sais jamais sur quoi tu tombes. Mais j'aimerais répondre à ta question que tu as posée, qui était intéressante, savoir qu'est-ce qu'on fait maintenant. Parce que finalement, je suis absolument d'accord avec, excuse-moi, j'ai oublié ton prénom, mais je suis absolument d'accord avec toi. Ils vont profiter du fait qu'il n'y a plus de contre-pouvoir pour imposer plein de trucs. Ils continuent de le faire. C'est bien le problème. Bien sûr, et ça va continuer. Ça va continuer. Oui, ça va continuer. De pire en pire pour les gens qui sont abonnés. Et voilà, comme tout à l'heure disait, comme tout à l'heure ça disait, je pense que comme tout à l'heure ça disait, il y a qu'une solution, c'est le boycott massif. Parce que s'ils ont personne dans les stades, ils vont bien être obligés d'accepter quelqu'un. Le boycott massif, et surtout expliquer aux gens l'importance du mouvement ultra. Mettre en tête aux gens l'importance du rôle des ultras. Parce qu'il est là aussi, parce que le boycott massif, les gens ne le feront pas si tu leur expliques pas pourquoi le faire. Et pourquoi le faire, c'est expliquer l'importance du mouvement ultra. Déjà, t'as la première chose. T'as le contre-pouvoir. T'as le contre-pouvoir, déjà, qui était instauré au niveau des augmentations des places, de plein de choses. C'est-à-dire toutes les décisions, si elles étaient contestées, et si elles étaient contestées pendant longtemps, pendant un certain temps, au bout d'un moment, il y avait toujours un pourparler, c'est-à-dire le club venait parler, l'association de club venait parler avec les responsables à l'époque des groupes. Si je me rappelle bien, ça se passait comme ça. Après, vous, il n'y a personne. Vous avez personne qui vient parler avec vous, et vous avez personne pour aller parler avec eux. Et eux, d'un côté, ils en ont rien à foutre de vous. Excusez-moi du terme, mais c'est ça. Ils en ont rien à foutre. Parce que, comme je disais, ils en ont rien à foutre de l'histoire du club. C'est bien plus grave que ça. C'est pas que nous, c'est l'histoire du club. C'est tout. C'est là où je suis pas d'accord. Eux, ils sont venus pour faire de l'argent. Ils sont pas venus pour le club. Ils sont pas venus pour le club. Ils sont venus pour l'argent. Eux, ils se sont dit, voilà, on est ici. Ici, c'est un club qui a perdu. En plus, eux, ils ont profité de la vague que les groupes soient dissolus. Parce que quand ils l'ont racheté, il y avait personne à l'époque au parc. C'est le Qatar quand même qui a fait revenir tous ces abonnements. Hein. C'est parce qu'à l'époque, au bout d'un certain moment, tout à fait. Mais pendant un certain moment, les stades ils étaient tellement vides qu'au bout d'un moment, ils allaient rétablir les deux tribunes. Mais comme il y a eu le Qatar, les arrivées des grands joueurs, les machins, tout le
qu'on a suivi, tout le monde, la plupart qui étaient même pas abonnés, ils sont partis s'abonner. Pourquoi? Pour voir des Zlatan, pour voir des Thiago Silva. Mais le fait de soutenir l'équipe, et ça se voit encore aujourd'hui, ils sont capables de siffler l'équipe alors que l'équipe elle gagne. Alors que l'équipe, je me rappelle bien du PSG, c'était les seules tribunes d'un club que jusqu'à présent, qui était capable de soutenir l'équipe pendant 90 minutes et ne jamais siffler son équipe. Je suis d'accord. Même s'ils perdent ou qu'ils gagnent, ils étaient là. Parce que, voilà, tout à fait. Et c'était organisé. En 2010, du coup, les Lambda, ils suivaient, tu vois. Mais ouais, mais voilà, finalement, le public, je vais te dire un truc, c'est du vécu, hein. Le problème des familles, on le sait tous, c'est une fausse excuse, il y en avait avant des familles, vous êtes tous là pour le témoigner, vous le savez, vous comme moi, j'ai fait des matchs avant, j'ai fait un occasionnel, j'étais pas un abonné, je partageais les abos avec la famille, enfin bon, je pas rentrer en détail. En gros, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? C'est que c'est plus que les familles qui nous mettent dans les virages, c'est des touristes aussi. C'est ça qu'on ne dit pas assez, je crois. C'est que si tu veux, même si toi tu te barres, moi par exemple, j'ai contesté, on m'a gentiment dit, ouais, mon coco. Ah ouais, c'est plus que des spectateurs, c'est des touristes là. On va comme au musée. Et en gros, il reste des gens ils viennent en vacances. Les gens ils viennent en vacances, ils veulent voir les joueurs, donc ils vont prendre un billet pour un match. Ah non mais le business du Qatar avec le PSG, je vois pas bien ce qu'on va pouvoir y faire, tu vois. La machine que c'est, en plus c'est aidé par les pouvoirs publics. Par contre, et en plus ils veulent pas de conversation. Il y a des gens dans ce stade. Je sais bien qu'ils veulent pas parler, t'inquiète pas, j'ai bien remarqué. Mais franchement, il y a des gens dans ce stade, ils demandent qu'à connaître, il faut juste les informer, aller voir, expliquer ce que c'était avant, comment ça se passait, qu'est-ce que c'était les groupes, les structures, comment ça s'organisait, les associations. Il faut juste transmettre l'histoire du club, bordel. C'est tout ce qui compte. Bien sûr, mais si tu regardes bien, les gens qui veulent vraiment voir ce qu'était le club, encore au jour d'aujourd'hui, tu te mets sur YouTube, t'as la vidéo Legendary Fan à Liverpool, quand Liverpool est venu, elle est vraiment magnifique. T'as des vidéos t'as des vidéos franchement merveilleuses des ambiances du Parc des Princes. Après, je vais pas te dire, dans une tribune où t'as des ultras, et quand on a tellement comme il y en avait à Paris, c'est sûr que t'as des débordements. Mais le PSG et les forces publiques, elles ont rien fait pour enrayer le mouvement non plus. Elles ont laissé Boulogne-Auteuil, si tu veux, entre guillemets, se chercher pendant des années. Ah bah oui, bien sûr, et Canal a bien joué là-dessus aussi. Voilà, donc si tu veux, leur jeu il est bon, hein. Leur jeu à eux il est propre, parce que les services publics, les médias, ils sont capables de te parler des déplacements quand il y a un petit problème ou quand il y a une bagarre, mais ils vont pas te parler des groupes. Encore aujourd'hui, des associations dissoutes, des petits groupes qui sont reformés, ils vont pas te parler que les gens ils vont faire récolter des vêtements pour aller les donner aux sans-abri avant Noël. Ça, t'en parles pas. Les dons de sang, et j'en passe des meilleurs. On parle de la violence, mais pas des actions sociales et. Bien sûr. Alors qu'il y en avait. Alors qu'il y en a tous. Il y en a à Lens. Il y en avait énormément. Il y en avait à Paris, voilà. Bien sûr, et encore aujourd'hui, le pire c'est qu'encore aujourd'hui, que les associations sont dissoutes du club, t'en as encore. C'est quand même formidable d'avoir. Parce que ça, ils en parlent pas. Et comme tu disais, Julien, ça, les gens, ils le savent pas, parce que les gens qui vont, ils remarquent pas ces trucs-là. Mais ça, il y en avait énormément à l'époque, des abonnés, et il y en a encore aujourd'hui. C'est ça, tu vois, donc le mouvement ultra, il n'est pas que négatif, c'est sûr qu'il y a des parties négatives, où tu vas te déplacer, où tu vas avoir un autre groupe, d'autres supporters, d'autres clubs, et ça peut partir en cacahuète. Ça, je vais pas te dire le contraire. Après, c'est vrai que tu as le mouvement de foule qui va suivre derrière. Non, mais la violence, elle fait partie du mouvement ultra comme elle fait partie de la société. Le football, c'est le sport. Bien sûr, mais tu veux le meilleur exemple. Et dans le football, tu as les problèmes les plus récurrents de la société, et la violence en fait partie. Mais après, faut arrêter avec ces histoires de violence, qu'on ne peut pas y aller en famille, etc. Ce sont de fausses excuses. Ce sont de fausses excuses. Encore un match. Encore un truc qui tout le monde en parle. Tous les week-ends parce qu'il y a de la violence. Non. Donc au bout d'un moment, faut arrêter ces fausses excuses. Pour la combattre, la violence, faut pas forcément la chercher dans les stades, il faut la chercher déjà dans la rue avant d'aller les chercher dans les stades. Ah, ça, on est bien d'accord. Tu as raison sur un point, il y a deux trucs à transmettre. Ouais, pardon. Non, mais il y a deux poids, deux mesures, on est bien d'accord. Après, c'est le jeu, hein. La violence, ça fait partie, des fois, ça peut très bien se passer.
comme ça peut mal se passer. Après, ça dépend des contextes de Bien match sûr. et tout ça. Après, la sécurité, les pouvoirs publics, c'est à eux de faire leur job. C'est un petit peu le jeu. Hein. Il y en a qui testent et voilà, il faut qu'il y ait aussi du retour. Si on laisse tout faire, comme on a laissé faire à un moment donné, comme ce qui est arrivé pour Yann, qui a déclenché toute cette mascarade, on va dire, voilà, là on est d'accord qu'on a laissé faire. On a laissé faire. Moi, ça fait longtemps que je dis que ça a arrangé tout le monde, ça a arrangé les médias, ça a arrangé les pouvoirs publics, ça a arrangé la France du football, de ceux que maintenant, merci aux groupes ultra qui nous soutiennent. Mais avant, je pense qu'il y a des groupes, eux aussi, ils auraient bien voulu qu'on dégage, parce que à un moment donné, on faisait peur, à un moment donné, on était peut-être trop costaud pour certains, et voilà, il fallait que tout ça s'arrête. On a laissé faire jusqu'à qu'il y arrive ce drame, et tout le monde était bien content. Maintenant, voilà, ça fait 3 ans, on arrive sur la 4e année, je crois, ouais, 4e année. Donc à un moment donné, voilà, les langues se délient un peu parce que les langues se délient pas parce que pour défendre notre mouvement, mais juste parce que voilà, pour Canal+, il n'y a pas assez d'ambiance. C'est un match à 21h, un Parc des Princes où il n'y a pas d'ambiance. Bah quand même, maintenant, ça commence à leur faire chier, quoi. Parce que tu les entends parler des ambiances étrangères, de Dortmund, de ceci, de cela. Dortmund, on a quand même été... Voilà, ils sont comme des excusez-moi les gens, les derniers Je temps... pense que forcément le club doit le prendre en compte. C'est obligé qu'ils sont obligés de prendre en compte ce secteur-là. Même si effectivement ils ont la main mise sur tout, il y a un seul truc, c'est qu'ils aimeraient, je pense, hein, après c'est des bruits, pour rien affirmer, mais ils aimeraient que ça bouge plus. Sauf qu'ils sont tellement répressifs que forcément ça bouge pas. Mais ils préfèrent avoir la main mise sur tout que d'avoir plus d'ambiance. C'est un choix ils ont procédé à un choix radical et ils l'appliquent encore aujourd'hui, alors que à la base on nous avait vendu le plan Le Trou comme un truc dégressif dans le temps, et quand tu regardes sur les 3 ans, au final c'est de plus en plus restrictif. Et pour les nouveaux aussi. Et puis de toute façon, si tu veux, il y a un truc que j'aimerais dire aussi. Nouveau ancien, ça va bientôt plus être le problème à mon avis. Le problème, c'est l'histoire de ce club. Ils veulent tout effacer. Ils ont déjà effacé le 3/4. Hein. Ils ont effacé les fresques. Ils ont tout enlevé, toutes les bâches. Puis ils ont déçu tous les groupes. Ok. Le logo, qu'est-ce qui va rester derrière? Le logo, ils ont changé. Le camp des loges, il s'appelle plus le camp des loges. Le logo, il a toujours changé. Le camp des loges, c'est plus le camp des loges. Ouais, bref. Ah oui, mais le camp des loges, c'est plus le camp des loges. Ouais, mais je l'appellerai toujours le camp des loges, tu vois. Bah, ça, ouais, pour tout le monde, hein, c'est la même. Bah, je suis bien d'accord avec toi. L'important, c'est l'avenir maintenant. On réécrit pas l'histoire. Maintenant, si vous voulez revenir en arrière, 2009-2010, Paris Saint-Germain, c'était quand même un des meilleurs publics d'Europe. À ne pas oublier, surtout. À se rappeler. C'est clair, un des meilleurs publics d'Europe. Honnêtement, moi qui n'est pas, contrairement à vous, supporter parisien et étant un peu plus neutre sur le sujet, moi dès que j'allais au parc pour supporter mon équipe, le Parc des Princes, c'était l'un des seuls stars qui pouvait te faire hérisser les poils, qui pouvait te dire là t'es en terrain ennemi. Et franchement, c'était beau, moi limite, j'ai toujours dit le parc c'est l'un des seuls stades en France qui peut faire penser à l'Argentine. Et à l'époque, c'était vrai. Et aujourd'hui, quand on voit ce qu'il est devenu, c'est vraiment très triste. Franchement, moi j'ai beaucoup de témoignages de amis, de personnes, de contestataires qui me disent au jour d'aujourd'hui, quand nous on regarde un match même à la télé, on reconnaît plus notre parc. On se demande où c'est qu'ils sont passés nos tribunes, nos parcs et notre parc à nous. Parce que quand on voit un groupe je vais te donner un exemple, mais un groupe de 150 personnes, même pas, qui arrivent au parc et qui font leur lot au niveau de leur champ, c'est-à-dire on n'entend que. Ça s'est jamais vu au parc, on s'est jamais fait dominer dans les tribunes. On pouvait se faire dominer sur le terrain, mais pas dans les tribunes. Ouais, mais c'est normal. C'est un truc qui avait magnifique au parc. Mes amis, je vous coupe, malheureusement, on est sur la fin de l'émission. Ouais, on est sur la fin de l'émission. On pourrait y rester toute la nuit, hein, ça c'est clair et net, pour débattre. Ah bah oui, il y a plein de sujets où on pourrait y rester 2 heures là-dessus. Malheureusement, voilà, c'est le timing. On est obligé de faire court. Par contre, les amis, vous reviendrez. Julien, toi, en tant que nouveau supporter, je sais pas comment, en tant que présent. Lambda. Voilà, supporter lambda. Occasionnel lambda, comme tu veux. Voilà, occasionnel lambda. Voilà. Tu reviendras parce que je trouve que t'as des choses à dire aussi, t'as des coups de gueule.
toi tu es sur place, donc nous c'est ce qu'on cherchait aussi, avoir des informations sur place, hein. Essayer de creuser pour déranger, on dérange déjà, mais on essaye d'aller encore plus loin pour déranger. Donc tu viendras souvent à l'émission pour nous faire des petits comptes rendus. Mika, toi de ton côté, j'espère que tu vas bien rentrer sur Paris. Fais attention. Ouais, t'inquiète, j'ai déjà réussi à me débrouiller, t'inquiète pas. Voilà, et puis on va faire passer les messages, et je passe aussi un appel à tous ceux qui comme Mika, ont eu des problèmes via ce déplacement, de se manifester pour qu'on puisse, voilà, maintenant il y a du soutien, on sait qu'il y a des avocats qui travaillent pour notre cause, hein, comme Maître Barthélemy, hein. Donc les mecs, vous avez pris des 500, voilà, vous avez pris des 500 € et tout. On vous met en relation avec des gens pour vous aider. On va relayer ça. Il faut pas qu'on laisse tomber. On lâchera pas quoi qu'il arrive. Donc voilà. Merci à vous deux les amis. Vous reviendrez bientôt et toi Mika rentre bien. Tranquille. Bonne soirée à vous. Merci surtout à vous de laisser les gens s'exprimer et bon courage à Mika, à tous les mecs qui se déplacent. Franchement, je leur dis tiens mon chapeau parce que c'est vraiment chaud, quoi. Je sais, ça fait 3 ans, je suis ça de près, j'en connais, c'est chaud. Et je fais un salut à tous ceux qui vont quand même au parc ici. Et je vais vous dire, franchement, un petit mot de la fin, si je peux me permettre. Il faut vraiment que les gens, faut les informer tous autour de vous et vous faites vraiment un super boulot d'information et franchement je vous félicite parce que je sais que c'est du travail, je sais que c'est de l'investissement de temps et tout et bravo les gars, franchement faut vous continuer, lâchez rien, c'est très bien. C'est gentil, merci à vous deux. Bonne soirée à vous tous les gars et puis juste le petit mot de la fin, nous on lâchera rien. C'est clair. Toujours présent et on lâchera rien. On veut notre parc et c'est tout. Hein. C'est clair. Merci les amis. Vous êtes ici chez vous, comme je le dis. Donc n'hésitez pas. Merci encore et à bientôt les amigos. À bientôt. Ciao. Mes amis, voilà, malheureusement on est sur le timing, on est obligé de faire court. Pour faire court, on va prendre 2 petites minutes, hein, parce que il s'est dit des choses, hein, sur ce match qui a eu lieu au Brésil. Bastien de la Greta.fr qui sont au top, hein, de tout ce qui est aussi supporter. Donc lui va nous apporter un peu plus, on va dire, d'éclaircissement sur ce qui s'est passé sur ce match. Tu as 2 minutes mon ami, c'est top chrono. Ça marche. Bon, non, mais on va, un peu d'éclaircissement parce que de toute façon tout ce qui s'est passé, on peut pas le cautionner. On a vu vraiment des violences très très extrêmes. Alors, ce qui est donc déjà première information, j'ai un contact donc de la Torcida des Corinthians qui m'a dit qu'il n'y avait eu aucun mort du coup parce que les médias ont annoncé 1 mort, 2 morts, ensuite il y avait 4 blessés graves. Enfin, on savait pas trop, d'après les dernières infos que j'ai, il y a déjà pas une mort, ce qui est une bonne chose quand on voit les images, parce que c'était vraiment très violent. De plus, ce qui s'est passé tout simplement, c'est que les mecs donc de l'Atlético Paranaense qui recevaient Vasco de Gama, donc c'est une rivalité qui est très très forte, hein. Donc l'Atlético Paranaense était condamné à jouer un match en dehors de son stade suite aux incidents qu'il y avait eu au derby contre Coritiba. Donc Paranaense c'est un club de la ville de Coritiba. Et donc il y avait eu des incidents lors de ce derby en octobre dernier, il me semble. Donc ils étaient condamnés à jouer dans un stade loin de chez eux. Donc voilà, ils ont été joués dans un stade à 60 km de leur ville, à Joinville. Et donc ce qui s'est passé, c'est que le stade n'était pas du tout aux normes au niveau sécurité. L'Atlético Paranaense, le club brésilien n'a pas du tout assuré la sécurité, a embauché une boîte privée pour assurer la sécurité de ce match. La boîte privée qui a été complètement dépassée. Pour vous dire, le parquage de Vasco de Gama et donc les supporters de l'Atlético Paranaense étaient séparés seulement d'un fil. Donc, et en plus, au vu de l'enjeu du match, Paranaense jouait sa qualification en Copa Libertadores, donc qui est l'équivalent de la Ligue des Champions là-bas. Et Vasco de Gama, s'il perdait, il descendait. Donc imaginez un peu un club comme Vasco de Gama en plus jouer son maintien. Donc ce qui s'est passé, c'est que le Paranaense a ouvert le score au bout de 5 minutes. Et que là, les gars de Vasco de Gama ont commencé à charger, donc à couper ce fil qui servait de tampon entre les deux parties des supporters. Donc imaginez un peu quoi. Et là, ça a chargé dans tous les sens, et on en est venu à ces images et à ces actes assez dramatiques quand même.
Donc voilà pour l'éclaircissement. Après, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu une faille au niveau de la sécurité brésilienne. Hein. C'est assez incroyable qu'on ait laissé un match se dérouler dans un stade aussi pourri, parce que le stade était vraiment pourri, et qu'on n'ait pas du tout la sécurité donc pour un tel match. Et de deux, voilà, l'arbitre en plus après ces incidents a fait reprendre le match 1h30 après. Il y a eu encore d'autres incidents derrière. Enfin voilà, c'était un chaos total. Et bon bah, j'excuse pas les supporters là, parce que ce qui s'est passé c'était vraiment assez grave et très très violent. Mais honnêtement, la sécurité, la fédération brésilienne de football ont complètement failli à leur devoir, et ça a donné ce que ça a donné, quoi. Et il n'y a pas eu de mort. Non, alors d'après les infos que j'ai eues, de la part d'un supporter des Corinthians, il n'y a pas eu de mort. Donc il y a eu 4 blessés très 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 graves, mais qui s'en sont sortis apparemment selon les dernières infos que j'ai eues hier soir. Voilà. Après, je vous dis, dans la presse, on a un peu annoncé tout et n'importe quoi, ce qui m'a aussi un peu agacé, parce que voilà, on parle jamais du football sud-américain, et puis là, à la mi-temps du match de Ligue 1 Monaco-Ajaccio, Canal+ fait son petit cinéma, d'autres médias comme l'équipe, etc. reprennent ça derrière. Enfin, au bout d'un moment, ça va, quoi. Au bout d'un moment, ça va, et en plus, on a annoncé surtout tout et n'importe quoi. Donc voilà, d'après les infos que j'ai eues, il n'y a pas eu de mort. Bah voilà, tant mieux, hein. C'est pour ça aussi que nous, Liberté pour les auditeurs, on n'en a pas parlé de la semaine, hein. Vous verrez aucune image, aucun commentaire là-dessus, parce que quand on sait pas, au pire on ferme sa gueule, hein. C'est ce qu'on a fait nous. La Grinta.fr via Bastien, qui est un spécialiste un petit peu de ce football sud-américain, voilà, a un peu plus d'infos, donc c'est pour ça que ce soir il a pu en parler dans l'émission. Donc voilà, et puis on fera un papier sur cette dernière journée du championnat brésilien dans le week-end qu'on sortira sur Grinta.fr. Voilà, ça c'est clair et net, hein. De toute façon, après le week-end arrive de championnat, après il y aura le top 10 des tifos, enfin j'en passe et des meilleurs, hein. Les amis, vous êtes toujours avec nous, Liberté pour les auditeurs. Ce soir encore, hein, c'était comme on dit l'émission de votre libre expression, hein. Mika, Julien et Choup des Ultra Auxerre ont pu s'exprimer comme ils voulaient, hein. Des débats des fois donc c'est un petit peu ça aussi le concept de l'émission, montrer que nous supporters on est aussi des gens comme tout le monde, et on peut faire des belles choses, hein, comme on parlait aussi de ça, hein, des dons de sang, des jouets, des collectes de jouets, que ce soit du côté de Lens, de Bordeaux, de pas mal de clubs, Strasbourg pareil, enfin voilà, il y a plein de choses qui sont faites, mais on n'en parle jamais. Nous, on en parle et on en reparle, hein, pour que tout le monde l'entende. Donc merci encore à vous, merci Xavier. Je suis très sage, hein. Après c'est l'amour, hein. Tu gardes toute ton énergie, hein, tu comprends. Non, mais là, plus nerveux, hein, il faut. C'est comme les boxeurs, hein, faut pas, et après. Non, je suis désolé, je t'avoue d'avoir pas été très présent ce soir. Pour une fois, d'habitude tu me gueules dessus, que je parle tout le temps. Déjà, j'ai fait l'émission. Tu me demandais souvent si ça allait. Ça va très bien depuis quelques jours, donc voilà. Ça permet à Bastien de s'exprimer plus, mais c'est aussi le fait de faire l'émission par téléphone à cause des problèmes de connexion. Je t'avoue que c'était pas évident. Mais il y a surtout une chose, c'est que les deux supporters parisiens, à la limite, il n'y avait pas grand-chose à dire, parce qu'ils ont instauré un débat entre eux avec des points de vue différents, plus ou moins, et que finalement on a même pu laisser. C'était assez intéressant de les entendre donner leur point de vue opposé, quoi. Donc voilà. C'est clair, hein. C'est ça, comme je disais, l'émission de votre libre. Après moi, si je pouvais juste rebondir sur ce que disait Bastien sur le fait ce qu'on a vu au Brésil. Je comprends, comme tu dis, que on parle de ça. Les médias sont un peu pas enflammés, mais ils ont parlé de ça alors qu'ils en parlent pas souvent. Mais moi, je t'avoue que j'étais rentré chez moi assez tard quand j'ai vu les photos qui circulaient sur Internet. Et je t'avoue que moi, ça m'a quand même fait froid dans le dos, et c'est des images que j'aime pas du tout. Et malheureusement, en ce moment, on voit que des images qui sont pas très bonnes que nous, on cautionne pas dans l'émission, parce que quand tu fais une émission pour défendre le monde ultra, que tu vois des images comme ça,
Là, c'était carrément des images de violence, de guérilla urbaine dans des tribunes, quoi. Et c'est pas beau du tout. Et moi, j'ai juste une petite question pour finir l'émission. Bastien, toi qui t'y connais un peu, on parle souvent de l'Euro 2016 en France. Mais quand tu vois ce qui s'est passé là, dans les tribunes, tu sais que tu auras des Anglais, des Allemands qui vont se déplacer, et entre autres, hein, aux Coupe du Monde au Brésil. Ça peut faire peur un petit peu, tout ça, non? Alors, ça peut faire peur au niveau de la capacité des autorités brésiliennes à recevoir de tels événements. Après, je pense qu'honnêtement, en Coupe du Monde, on ne verra jamais de telles scènes parce que bon, le championnat brésilien, il est nourri de rivalités que même au niveau mondial, on ne connaît pas. Alors, à part peut-être l'Argentine-Brésil ou l'Argentine-Angleterre qui peut sentir la poudre s'il arrive en Coupe du Monde 2014. C'est vraiment les deux gros matchs qui sont à craindre, je pense. Mais après, honnêtement, je pense que les incidents qu'il y a eu en championnat, ça n'a rien à voir à la Coupe du Monde et on ne verra pas de telle scène à cette Coupe du Monde parce que voilà, la rivalité au niveau du championnat brésilien et qu'il y a entre les torchidas brésiliennes, elle est multipliée par 10 à ce qu'il peut y avoir lors d'une Coupe du Monde. Alors oui, par contre, comme tu dis, par contre, on peut se poser la question de savoir si les autorités brésiliennes sont vraiment aptes à recevoir un tel événement parce que quand on voit qu'un cordon, quand on voit qu'un fil pouvait séparer deux torchidas aussi rivales et qui se détestent à un tel point, c'est quand même inquiétant. Ça, je suis d'accord avec toi que c'est très très inquiétant. Et de plus, en plus, ça survient après la mort de deux personnes sur un chantier. Donc lors de la rénovation du stade des Corinthians, il y a eu donc il y a des travailleurs qui sont dessus pour améliorer la capacité d'accueil de ce stade et il y a eu 2 morts sur les chantiers aussi. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup pour le Brésil, mais même si honnêtement je pense que les incidents qu'on a vus là, on ne les verra pas en Coupe du Monde parce que voilà, la rivalité elle est multipliée par 10 par rapport à ce qui va se passer au mondial. Ouais, c'est clair. Mais les amis, on arrive 22h, quoi qu'il arrive, on a eu du retard, il y a eu beaucoup d'imprévus, mais on a fait 1h30 quand même d'émission, hein. On tient parole, hein. Le podcast où vous retrouverez Tube des Ultra Auxerre qu'on salue, hein. On espère qu'ils vont vite remonter et il faut de plus en plus de supporters, hein, à la GIA pour pousser cette équipe à se surpasser. Vous retrouverez tout ça bien sûr dans le podcast. Merci Xavier, merci Bastien, merci Ludo off. Ça a été dur, mais bon, on y est arrivé quand même. L'essentiel, c'est le résultat, hein. Donc, je vous dis à la semaine prochaine où nous recevrons en première partie des 20h, nous recevrons le Malherbe Normandie Cup, hein. Il y a eu un petit article de la Grinta.fr, hein, par rapport au match Dreux-Caen, donc on les recevra la semaine prochaine. Ce sera la dernière de la saison, après c'est les vacances. Donc les amis, ne la loupez pas, hein. Il y aura encore bien sûr d'autres invités, hein, comme ce soir. Donc merci à tous et à tous et à mercredi prochain.